Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cette nouvelle conférence de la mairie du 14e en lien avec le réseau de santé périnatale parisien que nous remercions. Aujourd'hui, nous avons comme intervenante Mélanie Gobillard et la conférence est sur le thème du suivi de la grossesse. Mélanie, je vous laisse vous présenter. Merci. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Mélanie Gobillard, je suis sage-femme libérale. J'ai beaucoup exercé à l'hôpital auparavant et puis actuellement en libéral dans le 15e arrondissement. Et j'interviens aujourd'hui avec le réseau périnatal parisien pour vous expliquer un petit peu tout ce qui est suivi de grossesse. Donc, on va parler un petit peu de ce suivi de grossesse, des différents examens que vous allez avoir pendant votre grossesse et comment se passe ce suivi dans les maternités et dans un réseau de ville. Voilà. N'hésitez pas, s'il y a des questions à poser, à les poser via le chat. Éventuellement, on y répond soit au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation. Alors, le suivi de grossesse. Alors déjà, on peut voir pourquoi suivre sa grossesse, l'intérêt du suivi de grossesse, par qui on peut suivre la grossesse. On va voir ensemble le calendrier, puis un peu les dimensions complémentaires du suivi de grossesse. Euh, Hop. Alors, le suivi de grossesse, c'est bien plus qu'un contrôle médical. C'est aussi un accompagnement humain, holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération toutes les dimensions de la grossesse. Et c'est aussi une source de sérénité pour mieux vivre cette aventure. C'est-à-dire que la grossesse, elle débute avec un test de grossesse. Et puis, au fur et à mesure, on va vous suivre dans cette évolution et on va vous accompagner médicalement, mais aussi psychologiquement dans cette aventure. Alors, pourquoi on suit la grossesse? Bon, déjà, c'est pour garantir votre santé, c'est celle de votre bébé. Ça permet aussi de détecter, de prévenir certaines complications. On offre aussi un accompagnement, que ce soit physique et psychologique. Et puis, on va aussi créer avec vous une relation de confiance pour vous permettre aussi de mieux appréhender ces moments. Alors, qui peut suivre la grossesse aujourd'hui? Alors, les mamans sont parfois un peu perdues dans le suivi de grossesse parce qu'on peut avoir un suivi de grossesse qui soit fait à l'hôpital ou dans une maternité. On peut avoir un suivi de grossesse qui va être fait en ville également. Alors, les personnes habilitées à suivre les grossesses sont les sages-femmes, que ce soit hospitalières, donc à l'hôpital ou en libéral, les gynéco-obstétriciens, pareil, à l'hôpital ou en cabinet de ville, et aussi vos médecins généralistes qui bien souvent sont formés aussi au suivi de grossesse et même au suivi après du nouveau-né. Donc vous avez plusieurs interlocuteurs et c'est le choix de la maman aussi qui choisit d'être suivie par sa sage-femme, par son gynéco ou par son médecin traitant. Alors, où on suit la grossesse? Alors, plusieurs cas de figure. Soit c'est la maternité où vous allez vous inscrire, qui peut faire tout le suivi de votre grossesse, c'est-à-dire que ils vont faire les consultations mensuelles et puis la consultation d'anesthésie à la fin, la préparation à la naissance, etc. Ou alors, ce qui est le cas bien souvent dans les maternités un peu parisiennes, les 6 premiers mois de votre grossesse vont être suivis par votre médecin ou sage-femme de ville. Et ensuite, les 3 derniers mois, les consultations vont être faites par la maternité avec le rendez-vous d'anesthésie. Donc, ça dépend un petit peu aussi de votre suivi. La plupart du temps, quand les grossesses sont physiologiques, il n'y a pas de pathologie particulière. On peut vous suivre en ville, donc médecin traitant, généraliste, sage-femme ou gynéco. Et puis après, les 3 derniers mois sont faits à l'hôpital. Ou parfois, quand il y a une grossesse pathologique qui nécessite un suivi très particulier, l'hôpital peut prendre en charge votre grossesse du début à la fin. Donc, ça dépend beaucoup un petit peu de physiologie ou pathologie. Ça dépend un peu la place disponible aussi en consultation de maternité dans les hôpitaux parisiens. Alors, le suivi de grossesse, on a un calendrier de suivi. Donc, normalement, pendant la grossesse, vous allez être vu 1 fois par mois par votre médecin ou sage-femme. Et il y aura plusieurs examens qui vont être faits au cours de ce suivi. Alors, la plupart du temps, on vous fait 1 fois par mois. Les examens classiques, alors je vais en venir un peu après. On va avoir un bilan de début de grossesse, c'est-à-dire que quand vous voyez pour la première fois votre médecin ou votre sage-femme, on va faire une ouverture de dossier, on va regarder un petit peu vos antécédents pour pouvoir diagnostiquer s'il y a des risques, un risque de diabète, un risque d'hypertension, s'il y a dans vos antécédents des choses particulières
particulières. On va vous prescrire un bilan sanguin, notamment avec les sérologies, ça on reviendra après dessus, une glycémie à jeun, une carte de groupe sanguin. Et puis, on va pouvoir après déclarer aussi la grossesse. Donc, le premier examen avec votre médecin ou votre sage-femme, il est un peu plus long parce que voilà, on fait un peu le tour de tout votre suivi médical. Et puis, on va aussi prescrire les premiers examens sanguins et, la déclaration de grossesse, on en aura après. Parfois, elle est faite à partir du troisième mois avec l'échographie du premier trimestre. Dans le premier examen sanguin, on va pouvoir faire aussi, à partir de 12 semaines, après l'échographie du premier trimestre, un examen qu'on appelle la trisomie 21. Alors, cet examen, il est fait entre la 14e et 17 semaines d'aménorrhée. Alors, on compte beaucoup en semaines d'aménorrhée, hein, c'est les semaines sans les règles. Donc, il y a les semaines d'aménorrhée et les semaines de grossesse. La différence, c'est que les semaines de grossesse, en fait, vous enlevez 2 semaines aux semaines d'aménorrhée. Mais nous, c'est vrai dans le milieu médical, on parle beaucoup de semaines d'aménorrhée. Et donc, le premier examen proposé en examen sanguin, donc à partir de l'échographie du premier trimestre, c'est l'HT21 qui nous sert à détecter la présence de risque de trisomie 21. Si cet examen est normal ou supérieur à 1 sur 1000, c'est le taux qu'on a, on ne fait rien. Si l'examen est pathologique, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 1 sur 1000, on peut proposer un test qu'on appelle la DPNI. C'est un test qui va nous servir, c'est un examen sanguin également, à chercher de l'ADN fœtal dans le sang maternel pour vérifier le risque de trisomie 21 ou 13, etc. Donc voilà, donc ça c'est un examen qui n'est pas obligatoire, qui est proposé à toutes les mamans, qui sera fait après l'échographie du premier trimestre et qui est prescrit par votre médecin ou votre sage-femme. Et c'est le médecin ou la sage-femme qui prescrit, qui va recevoir les résultats, qui vous remettent les résultats. Il peut être fait aussi à l'hôpital, ce test, au laboratoire de l'hôpital. On a un autre test que l'on peut faire pendant la grossesse. Attendez, j'ai un petit souci de... Je regarde juste quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a des diapos qui ont été chantés. Non, c'est bon, on est bon. On a un autre test que l'on peut faire pendant la grossesse, c'est l'AGPO. L'AGPO, c'est un test sanguin pour vérifier le risque de diabète gestationnel. Ce test, il est fait entre le 24e et le 28e semaine d'aménorrhée. Et en fait, vous allez au laboratoire, on fait une prise de sang à jeun. On va vous demander d'ingérer du glucose, donc c'est du sucre avec de l'eau, et on fait une prise de sang 1 heure après et 1 heure après et 2 heures après pour vérifier votre taux de glycémie. Alors aujourd'hui, le test de l'AGPO, il est fait sous indication. Donc, quand les femmes, elles ont plus de 35 ans, quand on a un poids avec un IMC supérieur à 25, quand on a des antécédents de diabète dans la famille, on a eu un diabète gestationnel dans une première grossesse, on a un bébé qui est suspecté un peu de bon poids, comme on dit, on va pouvoir proposer le test d'AGPO. Donc ça, c'est les tests qui sont naturellement faits au cours de votre grossesse. Alors, pendant la grossesse, aussi au niveau des bilans sanguins, on va suivre aussi vos sérologies. Les sérologies, c'est vérifier un petit peu votre immunité face à certains bactéries, parasites ou virus. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est un parasite qui vient de la terre et des déjections de chats. Donc, en fait, il peut se transmettre à l'homme, ce toxoplasme. Quand on n'est pas enceinte, ça n'a pas d'incidence particulière, mais le toxoplasme peut avoir des incidences sur votre grossesse. Donc, quand on vous fait une sérologie toxoplasmose en début de grossesse et que cette sérologie est négative, on va dire que vous n'êtes pas immunisé contre le toxoplasme. Donc, tous les mois, on vous demande de faire une prise de sang pour vérifier votre sérologie et vérifier que vous n'allez pas vous contaminer avec le toxoplasme pendant la grossesse. Donc, la sérologie va être faite tous les mois jusqu'à la fin de votre grossesse. Et pour se prémunir de ce toxoplasme, on conseille aux mamans de faire attention à bien cuire la viande, parce que le toxoplasme peut être présent dans la viande rouge, donc bien cuire la viande, bien laver les fruits et les légumes, notamment ceux qui viennent de la terre, la salade, etc., les radis, etc. On évite les contacts directs qui pourraient être contaminés par les excréments de chat. Donc, si vous avez un chat, on change la litière avec des gants. Et puis,
Quand vous jardinez aussi, vous portez aussi des gants. Donc ça, c'est pour la toxoplasmose. Donc c'est assez courant que les mamans ne soient pas immunisées contre la toxoplasmose. Et donc, on demande à maman de faire attention à ça quand elle mange, quand elle jardine, si vous avez un chat. Et tous les mois, vous aurez un contrôle sérologique. On a une autre sérologie qu'on propose qui est le cytomégalovirus. Alors ça, c'est un virus qui peut être transmis par les fluides corporels et qui est souvent présent chez les tout petits. Donc, par exemple, les mamans qui travaillent dans la petite enfance ou qui ont des enfants en bas âge, attention à tout ce qui est urine, tout ce qui est sécrétion salivaire des enfants. Donc, quand on a un tout petit, on évite d'échanger les verres, les cuillères avec son tout petit, s'il va à la crèche, etc., parce qu'il peut être contaminé par le CMV. Alors lui, ça ne va pas lui donner grand-chose, mais pour vous, il y a un risque si vous n'êtes pas immunisé contre ce CMV. Donc, en début de grossesse, on fait une sérologie CMV. Si vous n'êtes pas immunisé, on fait attention au conseil gynédététique, et si vous êtes immunisé, on va pouvoir, on va se dire, voilà, on est rassuré, maman est immunisée contre le CMV. La salmonelle, attention aussi, alors ça, il n'y a pas de sérologie, mais on peut faire attention à la salmonelle, tout ce qui est contamination d'aliments, notamment les œufs. Donc attention quand vous conservez vos œufs, ne pas consommer d'œufs crus ou mal cuits, de bien préparer les produits à base d'œufs avec la cuisson. Donc ça, c'est des petits conseils gynédétiques, mais il n'y a pas de sérologie pour la salmonelle, hein. C'est juste un conseil de faire attention pendant la grossesse. La listeria, c'est pareil, c'est une bactérie qui peut être répandue notamment dans les fromages à pâte molle ou croûte fleurie comme camembert, etc. Donc, on va plutôt consommer des fromages à lait pasteurisé. Et puis, on fait attention aussi à tout ce qui est charcuterie, rillettes, etc. Les poissons crus aussi, comme les sushis, etc. Le saumon fumé. Donc, attention à la risque de listeria pendant votre grossesse euh, donc dans votre alimentation. Alors, l'examen clinique mensuel, donc on a fait le bilan sanguin, on a fait l'entretien prénatal, on a regardé un petit peu toutes les risques d'antécédents et tous les mois, votre sage-femme ou votre gynéco ou médecin va faire un examen clinique mensuel. Il va reposer des questions, comment ça va, quels sont les symptômes liés à votre grossesse. Il va revérifier les bilans, comme on disait, les sérologies, toxo, rubéole, etc. Le médecin ou la sage-femme va prendre votre tension, va vérifier vos pulsations, vérifier aussi votre poids. Alors attention, le poids, c'est pas vous avez pris trop de kilos, c'est pour voir un petit peu si la prise de poids qui est naturelle pendant la grossesse est normale. Souvent, on prend 1 kilo par mois pendant les 6 premiers mois et 2 kilos par mois dans les 3 derniers mois. Après, on sait que chaque femme est un peu différente. Il y a des femmes qui vont pas prendre du poids au début, puis après, ils vont prendre plus de poids à la fin. Voilà. Le tout, c'est d'avoir une prise de poids harmonieuse pendant votre grossesse et de revoir si au niveau alimentation, il faut recadrer des choses. Il va contrôler ce qu'on appelle la hauteur utérine. Donc, avec un petit mètre ruban, on va contrôler la hauteur de votre utérus pour vérifier si la hauteur utérine correspond à votre terme et savoir si vous n'attendez pas peut-être un petit bébé ou un retard de croissance et s'il n'y a pas un gros bébé possible, donc ce qu'on appelle une macrosomie. On va vérifier la palpation, on va regarder un peu la position de votre bébé, notamment sur la fin de grossesse, s'il est bien en position tête en bas, position, on appelle ça céphalique. On va vérifier les petits bruits de cœur de votre bébé. Donc ça, c'est un moment un peu sympa pour maman parce qu'elle va entendre les petits bruits de cœur de son bébé. Le toucher vaginal et l'examen du col sous spéculum n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'à chaque examen mensuel, on n'est pas obligé de faire un toucher vaginal. Aujourd'hui, on fait un toucher vaginal quand maman, par exemple, nous dit j'ai beaucoup de contractions, j'ai l'impression d'avoir mal au ventre. Dans ces cas-là, on va vérifier comment est le col, soit par une échographie du col, soit par un toucher vaginal. Mais ce n'est pas systématique à chaque consultation de grossesse. On va bien sûr répondre à toutes vos questions liées à votre grossesse ou autres, hein, les inquiétudes, etc. Et puis, dans cette consultation, on va prescrire bien sûr les traitements s'il y a nécessaire et les bilans sanguins à faire pour le prochain mois. Alors, en plus de ces consultations mensuelles pendant la grossesse, dès le 4e mois, vous pouvez bénéficier d'un entretien prénatal. Alors, il est obligatoire et il est remboursé à 100% cet entretien. Vous allez donc rencontrer un professionnel de santé, que ce soit une sage-femme, un médecin,
qui va prendre le temps, en dehors d'une consultation, de parler un petit peu de cette grossesse, de vous donner des informations liées à votre grossesse, et puis de parler un peu de vos attentes, de vos besoins, de vos craintes parfois vis-à-vis de l'arrivée de ce bébé ou de cet accouchement. Il peut parler aussi de votre projet de naissance. Il va aussi vous informer un petit peu sur vos droits aussi. Il va préparer aussi votre éventuellement inscription à la maternité, répondre à toutes ces questions qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans l'examen médical, lors des consultations médicales. Et puis, à vous apporter un soutien dont vous avez besoin. Ça peut être, tiens, j'ai une maman qui a des anxiétés, des inquiétudes. Est-ce qu'elle a besoin d'un suivi peut-être psychologique? Ça peut être une maman peut-être qui a du mal à réguler aussi la prise de poids. Est-ce que ça serait bien qu'elle soit vue par un diététicien? Voilà. Et puis, parler un petit peu de la préparation à la naissance, éventuellement, de vous donner des informations par rapport à cette préparation à la naissance. Donc, l'entretien prénatal, c'est un examen, c'est pas vraiment un examen, c'est un entretien qui va vous permettre un petit peu de parler de quelque chose d'un peu moins médical pendant cette grossesse, parce que la grossesse, c'est pas forcément pathologique, bien sûr, c'est physiologique. Et donc, on a un besoin de temps et un besoin d'expliquer un petit peu aux mamans comment ça se passe aussi lors de cette grossesse. Et puis, c'est un moment aussi où votre conjoint peut être présent, parce que les papas ont aussi des questions par rapport à l'arrivée de ce bébé. Et donc, vous pouvez faire l'entretien en couple, hein, bien sûr, avec votre professionnel de santé, et de programmer un peu ce projet de naissance. Alors, les échographies, effectivement, pendant une grossesse, on a 3 échographies qui sont essentielles. On en a une au premier trimestre, entre 11 et 13 semaines, pour vérifier un petit peu la datation de la grossesse. On va mesurer le fœtus, et puis on sait qu'à ce terme-là, les fœtus ont une taille à peu près standard, et on va dater la grossesse. C'est un peu la première rencontre avec son bébé, hein, cette première échographie, donc vérifier un petit peu euh, comment il va, on voit les battements cardiaques, on regarde un petit peu aussi ce qu'on appelle la clarté nucale, l'épaisseur de nuque pour l'examen de ce fameux de l'HT21, la trisomie 21. Et puis après l'échographie qu'on a fait, donc la datation claire, on va pouvoir déclarer la grossesse. Donc, la sage-femme ou le médecin peut déclarer votre grossesse, soit avec un formulaire papier, soit il peut le faire aussi en ligne, hein, via le site Amélie, pour déclarer numériquement votre grossesse. Quand on déclare la grossesse, il faut savoir que c'est envoyé au centre de sécurité sociale et aussi à la CAF. Mais bien sûr, c'est pas envoyé aussi à votre employeur. C'est à vous après de faire la démarche d'annoncer à votre employeur votre grossesse. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Si vous voulez attendre encore un petit peu, vous avez le droit. Il n'y a aucune chose qui vous oblige à déclarer votre grossesse dans les médias. Mais il faut savoir que cette déclaration de grossesse, c'est plutôt un côté administratif au niveau de la sécurité sociale pour ensuite calculer vos droits, congés maternité, etc. Donc, première échographie, 11 et 13 semaines. Ensuite, on a une deuxième échographie qui est vers 22 semaines. C'est plutôt l'échographie qui va permettre d'évaluer un petit peu la morphologie de votre bébé. Donc là, on va regarder un peu le bébé dans son ensemble. C'est l'échographie, on voit même bien le bébé. On regarde son cœur, on va regarder au niveau cérébral, on va regarder ses petites mains, ses pieds, etc. Parfois, on annonce le sexe du bébé aussi si vous avez envie de connaître si c'est un garçon ou une fille. Mais bon, on va dire que c'est pas l'essentiel pour une échographie, mais c'est vrai que pour les parents, c'est aussi parfois important. On va vérifier l'insertion du placenta, on va vérifier le col parfois aussi. Et puis, on regarde la quantité de liquide, le cordon, enfin voilà. Donc, on va un peu décomposer un petit peu au niveau de ce suivi morphologique du fœtus. Et on va déclarer s'il y a quelques anomalies, hein, bien sûr. C'est le but de l'échographie aussi. Et donc, cette échographie est faite à 22 semaines. Ensuite, on a une troisième échographie qui est faite entre 30 et 34 semaines. C'est plutôt un dernier contrôle un petit peu de votre bébé. On va regarder sa présentation. Est-ce qu'il a la tête en bas ou est-ce qu'il est en présentation du siège? On va regarder aussi l'insertion placentaire. On va regarder un peu au niveau morphologique. Et puis, on va calculer aussi son poids estimé aussi à ce stade de la grossesse. On peut estimer aussi si ce bébé il est plutôt dans les courbes basses ou dans les courbes hautes. Et c'est une échographie. Souvent, c'est la dernière échographie. Alors, il faut savoir que certaines maternités rajoutent une quatrième échographie à 37 semaines pour vérifier un peu la croissance, etc., mais pas toutes les maternités.
Certaines maternités se contentent des 3 échographies obligatoires, puis d'autres rajoutent une quatrième échographie à 37 semaines. Voilà. Donc ça, c'est le suivi échographique. On peut rajouter au cours de la grossesse des échographies. Si, par exemple, la sage-femme ou le médecin qui vous suit se dit, tiens, j'aimerais revérifier la croissance, j'aimerais refaire un point sur la longueur du col de maman, etc. Donc, dans ces cas-là, les praticiens peuvent vous prescrire des échographies supplémentaires. Alors, pendant les consultations, on va aussi vérifier votre statut vaccinal. Donc, on va vérifier si vous avez un carnet de vaccination, un carnet de santé, amenez-le à votre sage-femme ou à votre médecin. Comme ça, il va faire le point sur les vaccinations que vous avez eues. Et aujourd'hui, on fait des rappels de vaccination pendant la grossesse. Donc, on va vous revacciner contre la coqueluche entre 20 et 36 semaines. Et éventuellement, on vaccine pour la bronchiolite maman entre 32 et 36 semaines. Alors, la bronchiolite, c'est des maladies qui sont saisonnières. Donc, souvent, on vaccine entre septembre et janvier, février. Euh, alors, pourquoi on vaccine maman pendant la grossesse? C'est parce que, en fait, quand on va vous vacciner, vous allez réactiver des anticorps qui vont passer chez votre bébé et votre bébé arrive à la naissance avec un quota d'anticorps important pour le protéger dans les premiers mois de vie. Parce que lui, il sera vacciné qu'à partir de 2 mois chez votre médecin ou chez votre pédiatre. Donc, en fait, on va activer un peu son immunité pour le protéger contre la coqueluche et le virus de la bronchiolite. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire vacciner pendant la grossesse à ces termes-là. Et on encourage aussi papa et les proches de votre bébé, ça peut être des grands-parents, etc., qui sont souvent en contact avec votre bébé, à aussi mettre à jour leur vaccination. Parce qu'en fait, c'est un peu la méthode cocooning où on vaccine toutes les personnes qui vont entourer votre nouveau-né pour éviter les risques de contamination, coqueluche et bronchiolite. Voilà. Enfin, la bronchiolite, ils ne seront pas vaccinés les proches, mais on vaccine surtout sur la coqueluche, pardon. Alors, il y a aussi un truc important, c'est la préparation à la naissance. On va vous en parler en consultation, ou parfois c'est les mamans qui disent, bah, tiens, j'aimerais faire de la préparation à la naissance. Et donc, cette préparation à la naissance, elle peut être faite soit dans votre maternité qui peut vous proposer des séances de préparation à la naissance, ou elles peuvent être faites chez les sages-femmes libérales qui proposent aussi des séances de préparation. Alors, vous bénéficiez de 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité, parce qu'on ne parle pas que de la naissance et de l'accouchement, on parle aussi de l'après, on appelle du postpartum, et puis de la parentalité. Et les séances sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie, maternité même, et donc elles sont réalisées par les sages-femmes ou un médecin. Et souvent, les débutent entre 30 semaines jusqu'à 37-38 semaines pour que vous soyez prête quand votre bébé est pratiquement à terme. Voilà. Après, le rythme des séances, ça dépend, les sages-femmes, leur organisation, puis vos disponibilités aussi. Les cours de préparation peuvent être en individuel ou en groupe, voilà, et elles sont faites en cabinet de ville ou à la maternité. Alors, la préparation à la naissance, elle permet de définir un petit peu vos besoins, hein, de préparer votre projet de naissance également. C'est une mine d'informations sur comment se passe le travail, comment se passe l'accouchement. On parle de la physiologie de l'accouchement. On va parler aussi un peu de la médicalisation, à quoi ça sert si, par exemple, il y a une césarienne, un forceps, etc. On va parler d'allaitement, on va parler du postpartum. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir des idées claires sur comment ça se passe concrètement. Et ça vous permet aussi de visualiser un petit peu qu'est-ce qui se passe dans une salle de naissance, comment ça se passe dans mon corps aussi, comment mon col se dilate, comment mon bébé va avancer dans mon bassin, etc. Donc c'est important aussi pour vous, parce que c'est vous qui allez accoucher, hein, donc c'est important que vous ayez les clés aussi pour bien vivre cet accouchement. Donc la préparation, c'est vraiment important pour pouvoir appréhender tout ça. Donc, 7 séances de prise en charge, elles sont en 100% remboursées. Et vous avez un annuaire proposé par le réseau de santé périnatale parisien avec les différents praticiens qui proposent des préparations à la naissance et qui ont plusieurs formes, c'est-à-dire que vous avez plein de méthodes de préparation à la naissance. Donc, individuel ou en groupe, seul ou en couple aussi. Il y a des cours de préparation qui sont proposés aussi au papa
en présence des papas, donc ça c'est important, ou des conjoints, euh, ou du coparent. Et donc, vous avez des méthodes un peu différentes. Vous pouvez faire du chant prénatal, il y a des préparations en piscine, de la sophrologie, des méthodes de Gasquet, du yoga, de l'aptonomie, du pilate, des méthodes Bonaparte. Enfin, il y a plein de choses, de l'hypnose, de la préparation classique aussi. Donc, vous pouvez vous renseigner sur plein de méthodes. Tiens, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai un projet d'accouchement sans péri, avec péridurale. Comment je pourrais me préparer un peu à cet accouchement? Et, euh, et donc ça, vous pouvez demander à vos professionnels en entretien prénatal ou en consultation. Ils peuvent vous orienter dans des praticiens. Vous pouvez même piocher dans les différentes préparations qui existent. Quand c'est un premier bébé, souvent les mamans, elles font les 7 séances, plutôt du classique parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'informations, mais elles peuvent aussi mixer avec de la sophro, de l'hypnose ou autre. Et puis après, des mamans qui ont déjà eu des accouchements ou des bébés et qui se disent, bah tiens, moi j'aurais aimé plutôt faire ça parce que je me prépare un peu différemment, parce que ça j'ai déjà fait, etc. Donc ça peut être des rappels, ça peut être pas forcément 7 séances si elles n'ont pas besoin de 7 séances. Voilà. Donc cette préparation, elle est importante aussi et vous pouvez en bénéficier. Les dimensions complémentaires de ce suivi de grossesse, alors aussi, c'est, on va dire, prendre en charge aussi votre bien-être psychique. Comment je vais, comment je vis ma grossesse, comment je vis un petit peu tous ces petites, parfois des agréments de grossesse, ça peut être des nausées, des sensations de douleurs ligamentaires, etc. C'est important de poser la question aussi à maman, comment elle se sent à accueillir son bébé et de pouvoir, si besoin, vous orienter aussi vers un psychologue ou de pouvoir vous écouter, de pouvoir voilà, poser un petit peu les petites inquiétudes que vous pouvez avoir pendant votre grossesse. Ça peut être aussi une dimension sociale, vos droits, que ce soit du congé maternité, les aides financières, votre droit au travail, est-ce que j'ai droit à des heures éventuellement de grossesse, etc. Et ça a aussi un but aussi d'une éducation, on va dire prénatale, hein, dans la préparation à la grossesse et le postpartum. On parle beaucoup de la parentalité, de vous aider un petit peu à bien accueillir ce nouveau-né qui arrive. Et on devient parent, donc on a besoin aussi d'informations et besoin d'être sécurisé dans ce rôle de parent. Donc la consultation, ce n'est pas qu'une consultation médicale, c'est aussi cette prise en charge. Donc, on vous accompagne dans la parentalité. On essaie de vous soutenir tout au long de la grossesse en vous offrant un suivi médical, mais aussi un suivi aussi émotionnel, éducatif. Et puis, le but, c'est de vous donner aussi des informations éclairées et de vous mettre en confiance par rapport à cette grossesse et par rapport à cette arrivée de ce bébé. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des remarques? Je ne sais pas. Ou des besoins de précision peut-être? Moi, j'aurais une petite question Oui, sur la place dans tout ça des PMI, oui, parce que c'est ma sage-femme qui m'en a parlé en me disant que c'était une mine d'informations et de possibilités qui étaient souvent méconnues. oui. Et je trouve que j'ai un peu de mal déjà à trouver des informations sur le contenu de ce qui est proposé par les PMI et comprendre vraiment exactement quel est leur rôle. Alors, c'est vrai que les PMI, elles sont présentes aussi sur le réseau. Alors, vous avez des centres de PMI. Ces PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Et dans les PMI, vous avez des sages-femmes, des auxiliaires, des puéricultrices et des pédiatres. Donc, les centres de PMI sont ouverts, hein, vous pouvez aller en centre de PMI. C'est vrai qu'on pense souvent à la PMI en post-accouchement parce que ça sert beaucoup à maman. Elles disent, bah, tiens, je veux contrôler le poids de mon bébé, je veux avoir des informations sur l'allaitement, etc. Donc, bien souvent, c'est là où les mamans rencontrent plus souvent la PMI, mais la PMI fait aussi du prénatal. Donc, en fait, que les PMI sont parfois alertés s'il y a un besoin particulier pour une maman, ça peut être psychologique ou social, mais pas que. Ils proposent souvent des ateliers aussi, ça peut être des ateliers prénataux, ateliers de portage, ateliers allaitement, etc.
Et il y a une sage-femme de PMI qui peut être là en soutien aussi pour les mamans quand il y a besoin. Ça nous arrive, nous, en libéral, de la contacter en disant, bah voilà, on a une maman qui serait peut-être à suivre. C'est vrai que la PMI a parfois plus un relais social quand les mamans n'ont pas éventuellement de sécurité sociale ou autre, ou l'AME, etc. Mais pas que, hein, c'est ouvert aussi à tous les parents donc en prénatal. Et après, en post-accouchement, ben, vous pouvez très bien, si vous avez besoin de faire peser votre bébé, d'avoir des informations ou des questions, vous pouvez vous rendre en PMI également. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, apparemment, non. Ouais, Euh, Si c'est bon pour vous, Mélanie, on met fin à la conférence? ouais, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, ben écoutez, c'est avec plaisir, hein. Et puis, ben, n'hésitez pas à poser des questions à vos professionnels de santé, à vous orienter. Et puis, le site du réseau périnatal parisien est rempli aussi d'informations intéressantes. Il y a l'annuaire qui est là, qui explique un petit peu tout ce que les sages-femmes professionnelles proposent aussi comme prise en charge. Ça peut être des suivis de grossesse, des monitorings, de la préparation. Donc, n'hésitez pas à consulter cet annuaire pour vous renseigner et, pouvoir répondre aussi à pas mal de questions. Merci beaucoup, Mélanie. On vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences. Alors, je vais vous donner les dates pour 2025-2026. Donc, le mercredi 5 novembre, ce sera sur le thème de l'accouchement. Le mercredi 3 décembre, être et devenir parent. Donc, ce serait plutôt sur le thème sur la communication bienveillante, les limites, comment dire non à son enfant, le lien parent-enfant. Le mercredi 7 janvier, ce sera sur le sommeil. Le mercredi 4 février, sur le développement psychomoteur. Et le mercredi 11 mars, la santé, donc l'accueil du jeune enfant dans un environnement sain sur les polluants, la peinture, le tabagisme, les pesticides et les cosmétiques. Voilà, donc ce sera toujours un mercredi, comme vous le voyez, toujours de 13 à 14 heures et avec toujours le même lien de connexion unique qui fonctionne donc pour toutes ces conférences. Encore merci Mélanie et encore merci au réseau de santé périnatale parisien au nom de la mairie du 14e.